Salut tout le monde, bienvenue sur Nexus et vous êtes toujours dans notre chronique Esprit Libre où c'est un échange avec la parole de plusieurs penseurs qui n'ont pas souvent la liberté d'expression dans les médias traditionnels et on essaie de penser par nous-mêmes en dehors des carcans. On est avec Nicolas Morand toujours dans cette série d'épisodes et là aujourd'hui... Le peuple veut-il le pouvoir? C'est une question qu'on s'est posée. On commençait à l'évoquer dans une précédente chronique ou hors micro. Voilà, et tu me disais que ça c'était une question qui te passionnait, puisque parfois on voit effectivement les gens face à l'oppression vouloir se révolter, mais pas forcément agir. On sait qu'il y a beaucoup moins de lutte sociale depuis une quarantaine d'années. Nicolas Morand. Oui. Faire comme sur France Inter. Nicolas Morand. Oui, donc, le peuple veut-il le pouvoir? Qu'est-ce que ça t'évoque comme ça? Moi, tout de suite, j'en reviens à mon leitmotiv, c'est qui est le pouvoir sur soi-même. Prendre le pouvoir à l'extérieur, donc dans un cadre d'institutions politiques ou dans l'organisation économique, politique d'un pays, donc d'une collectivité, d'un ensemble de personnes. Est-ce qu'on se met tous au même niveau et est-ce que donc tout le monde a sa part de pouvoir pour le fonctionnement de l'ensemble? Et est-ce que finalement tout le monde souhaite avoir cette part de pouvoir, souhaite peser dans les décisions pour un destin commun, en fait. Hein, on vit tous ensemble, on vit en communauté, donc on a un destin commun. Donc il se pose la question des choix pour cette communauté. Est-ce que tout le monde veut que tout le monde puisse décider de ce destin, ensemble? Ça pose la question de savoir, est-ce que je veux être maître de mon propre destin, déjà à la base? Ça parle de pouvoir intérieur. Est-ce que j'ai le pouvoir sur moi-même? Est-ce que je suis capable de prendre des décisions à partir d'une libre conscience ou bien est-ce que je suis conditionné? Et à partir de ce moment-là, c'est mon conditionnement qui me dirige. Si je ne suis pas prêt à remettre en question ce conditionnement, parce que c'est trop confrontant, parce que ça me met face à des peurs. Ah oui, mais si je sors de ce conditionnement... alors ça va avoir telle ou telle implication. Il va me falloir être courageux. Il va falloir que je me retrousse les manches. Avoir le pouvoir, ça donne des responsabilités aussi. Donc, des cas de conscience. Ça demande de se positionner, de trancher. Et ça provoque beaucoup de réactions en soi. Des réactions de doute. Ça peut être difficile de vivre longtemps dans le doute. On ne sait pas ce qu'il faut faire. Si on n'a pas de responsabilité, il n'y a pas de doute. C'est quelqu'un d'autre à notre place qui s'occupe de prendre les décisions. Nous, on n'a plus qu'à râler si on n'est pas content. Mais voilà, donc il y a vraiment tout type de réactions qu'on peut avoir qui peuvent venir nous torturer. On en avait parlé dans une précédente chronique où on disait que ça pouvait nous empêcher de dormir. Donc, est-ce qu'on aime se sentir torturé ? Non, on aime bien être en paix, on aime bien être tranquille, on n'aime pas être embêté. Donc, si prendre le pouvoir sur soi, ça veut dire se retrouver face à des responsabilités. Le pouvoir, ça nous ramène à nos responsabilités, ou à d'éventuelles responsabilités. Oui. Donc, même la démocratie en soi, c'est une république basée sur tout le monde est responsable. Tu dis que ça, c'est le cas aujourd'hui? Que la République, aujourd'hui, c'est une démocratie? Non, en principe, on est en démocratie. Elle est bafouée. Je fais partie de ceux qui pensent que, oui, déjà, démocratie représentative, c'est antinomique et paradoxal. Voilà, exactement. C'est ce que j'allais dire. Voilà, donc, je t'ai mâché le boulot. Déjà, à la base, voilà, ça pose cette question-là. Si on élit des représentants, on enlève la responsabilité. On s'enlève une responsabilité. On s'est donné la responsabilité de choisir le meilleur représentant, sachant qu'on peut influencer la masse pour qu'elle aille voter pour un représentant plutôt qu'un autre. Donc déjà, on devrait avoir en tant qu'électeur, avoir la responsabilité de bien voter. Donc c'est-à-dire de se fonder
une bonne opinion, de développer un jugement objectif sur les différents candidats qui nous sont présentés. Mais comme déjà à la base, il y a une manipulation sur la façon dont ces candidats nous sont présentés, il y a des influences, l'influence des médias, l'influence le conditionnement aussi qui nous vient de notre propre famille, l'orientation politique de nos parents. Donc, enfin, il y a tout un tas de conditionnements, et si on n'est pas capable de prendre le pouvoir sur soi, on n'est pas capable de prendre du recul sur notre conditionnement et de le remettre en question. Et du coup, on va aller voter pour qui on nous a dit de voter, en fait. Voilà. Donc déjà, rien que là, on voit qu'il y a toute une difficulté, une conquête de liberté à mener, rien que pour aller voter. Alors en plus, si on enlève cette représentation du pouvoir, si on enlève cette délégation du pouvoir à quelqu'un en votant pour lui, et qu'on confie pleinement le pouvoir au peuple, mais il se retrouve face à des responsabilités c'est encore beaucoup plus compliqué en termes de conquête de liberté. Donc c'est pour ça que c'est tentant de confier le pouvoir à quelqu'un d'autre. Ça enlève une grande quantité de problèmes. On a beaucoup moins de questions à se poser. Et donc finalement, je ne sais pas si c'est là où tu vas en venir, je ne sais pas si tu vas en venir quelque part, mais est-ce que... Parce qu'aujourd'hui, on voit beaucoup de gens qui... Là, moi, je n'ai pas envie de remettre en question l'idée de démocratie en général. Moi, j'ai envie que les gens puissent justement avoir, en dehors de médias ou de pensées de foule, que les gens puissent voter en âme et conscience, que les gens puissent, alors peut-être pas voter, mais en tout cas exercer leur pouvoir, pour pouvoir vraiment... Est-ce que voter, c'est vraiment du pouvoir? Non, comme on vient de le dire avec la représentation. C'est limité. Mais là, aujourd'hui, il y a une nouvelle forme de personnes qui ne vont même plus s'engager dans quoi que ce soit de politique ou d'association pour essayer d'accomplir un pouvoir au-delà de son entreprise ou de son système électoral. Mais qui, du coup, c'est beaucoup de gens qui ne font que parler. Ouais. Désolé si vous vous reconnaissez, je ne suis pas du tout critique. Mais je regarde objectivement, il y a beaucoup de gens qui critiquent, mais qui ne vont pas s'engager. Après, ceux qui ont peur, je ne parle pas de ceux qui ont peur d'aller se prendre des flashballs ou des grenades de désencerclement. J'ai vu des trucs horribles en manifestation. Voilà. Donc, j'ai pas envie de faire de jugement. J'ai envie de dire, est-ce que là, on est face à des personnes qui, effectivement, certains, finalement, veulent juste critiquer, parce que c'est plus facile de critiquer que de râler. Donc, je parle là de cette petite partie de la population. Oui. Et donc, Est-ce que ça rejoint ce que tu dis là-dessus? Parce que c'est, du coup, est-ce que cette partie-là veut vraiment le pouvoir et les responsabilités? Ou est-ce que, du coup, quand tu poses la question, on se dit, certaines personnes veulent juste critiquer parce que c'est facile? Oui, c'est ça. Tu as raison. La question de départ, c'était, en fait, est-ce que le peuple veut le pouvoir? C'était ça. C'était le postulat de départ. C'est le postulat de départ. La question. Ouais. Et donc, une façon de répondre, au moins en partie, c'est de dire, quand on veut quelque chose, c'est parce qu'on a un intérêt. Donc, on peut voir l'intérêt qu'il y a à avoir du pouvoir et à exercer ce pouvoir sur le destin commun de la nation. C'est de pouvoir justement obtenir quelque chose qui correspond plus à son idéal, avoir plus d'équité, plus de justice, de meilleures relations entre les citoyens. Donc, aller vers une société meilleure, c'est quelque chose, on peut se projeter et se dire, si j'ai le pouvoir, je vais du coup pouvoir l'exercer dans la bonne direction, celle qui me semble juste. C'est intéressant. Et j'aurais un intérêt, a priori, à faire ça. Donc c'est intéressant de voir aussi quel serait mon intérêt de ne pas exercer mon pouvoir. Parce que s'il n'y a que de l'intérêt à le faire, on le verrait, on l'aurait déjà vu se produire. Le peuple aurait déjà complètement pris le pouvoir. Il n'y aurait pas cette lutte pour faire respecter ce droit à la démocratie. On voit que ce droit, il est remis en question tout le temps, en fait. Donc c'est que forcément, il y a un intérêt à ne pas avoir ce pouvoir aussi.
Et c'est ça que je tente d'explorer en disant, finalement, ça pose problème aussi d'avoir le pouvoir. Trop de responsabilités, ça crée des inquiétudes, ça crée des problèmes de conscience. Comment est-ce que je dois faire mes choix? Comment est-ce que je tranche? Comment est-ce que je rends la justice? Il y a des moments, ça paraît facile. Lui, c'est le méchant et lui, c'est le gentil. On va écarter le méchant et puis le gentil. Mais des fois, c'est ambigu. Oui. Des fois, c'est un mélange. C'est ni complètement méchant, ni complètement gentil. Et quand on rentre dans des choses plus subtiles, du coup, ça demande une force, une objectivité. Ça demande de développer une capacité de pensée, de ressenti, une force morale et spirituelle pour arriver à discerner ce qui pourrait être juste de ce qui ne l'est pas. Alors, j'ai noté... Et ça demande du travail et qu'on n'est peut-être pas prêt à faire. Donc, prendre le pouvoir, ce serait aussi se donner beaucoup de difficultés. Voilà. Alors, et justement, j'ai envie qu'on prenne cet angle-là, puisque effectivement, on est parti sur l'aspect, effectivement, peut-être un peu plus négatif. Certains ne veulent-ils pas, en fait, certains ne pas avoir le pouvoir. Exactement. Mais alors, je pense qu'il y en a d'autres qui le veulent. Je pense qu'il y en a qui... j'en ai vu beaucoup qui s'engagent. Donc là, on n'a parlé que de ceux qui sont ambigus là-dessus et qui nous font nous poser cette question-là. Mais il y en a qui, effectivement, s'engagent, sont volontaires. Alors, et c'est là où j'ai noté 2 points. Je vais dire mes 2 questions directement. Il faut essayer de répondre aux 2. Souvent, on répond qu'à la dernière. Mais là, j'ai envie de dire ceux qui s'engagent, est-ce parfois, je me demande si c'est parfois juste par volonté de pouvoir. Alors, c'est peut-être une question dans la question et qui demanderait 20 minutes. Pouvoir pour eux-mêmes, tu veux dire, et pas pour tout le monde. Ils militent pas forcément... Alors, ils militent pour tout le monde, mais la racine de l'action, et parfois, mais c'est ça aussi dans le journalisme, dans le besoin de se mettre à l'image, etc. Le besoin de reconnaissance, le besoin de célébrité, le besoin... Alors après, il y a le besoin de faire, mais comment est-ce qu'on voit ça? Et cette partie-là, est-ce que du coup, c'est ça? Quel regard tu portes, toi, sur ces gens qui agissent en général, sur ceux qui agissent sur le pouvoir? Et j'ai envie moi aussi d'avoir une petite once de penseurs comme dans cet échange. C'est que finalement, ceux qui agissent par désir, parce que quand on agit par désir non pas de juste critiquer, mais quand on agit par... Ou peut-être que c'est là où il faut se demander si on agit... Dans une autre chronique, on a parlé de réaction. Si on fait par réaction, on est toujours dans la résistance, dans l'opposition. Mais si on agit par désir... J'ai l'impression que l'être humain ne fait jamais mieux que quand il agit par là où il trouve une forme de plaisir. Voilà, bon. J'ai donné pas mal de trucs en fouillis. Quel regard tu portes sur cela? Alors, donc, déjà, avant de répondre sur la question de ceux qui officiellement cherchent le pouvoir à tous, et qui en fait le font pour leur propre pouvoir. Voilà. L'autre aussi, ce que tu as dit, c'est est-ce que finalement c'est pas quand on est un être de désir qui assume son plaisir et qui fait les choses avec plaisir que c'est là qui est le plus efficace? Donc ça, c'est les deux aspects qui me présentent. Désir social, désir de faire ensemble peut-être? Déjà, je voudrais revenir sur ce que je disais avant. Avec plaisir. Par rapport à ceux qui ne veulent pas le pouvoir, je tiens à préciser que c'est pas forcément conscient le fait de ne pas vouloir le pouvoir pour tous. Ça peut être, on peut prétendre le vouloir et même être militant pour ça, donc être dans l'action pour le pouvoir pour tous, et être en réalité habité par une motivation inconsciente qui est je voudrais les avantages que pourrait me procurer le fait qu'on ait tous le pouvoir, mais je voudrais éviter les inconvénients que ça me pose. Donc en fait, mes actions vont finalement traduire cette incohérence, cette ambiguïté intérieure que je n'ai pas réussi à percevoir, que je n'ai pas cherché à percevoir, mais qui m'habite pourtant. Cette incohérence, cette ambiguïté va se traduire dans mes actes. Je vais accuser le monde extérieur d'être coupable de cette ambiguïté, alors que j'en suis le germe, j'en suis finalement la cause.
la Petite racine. parenthèse, alors moi j'étais très fan des Gilets jaunes. On en a fait. Les médias libres en général ont soutenu les Gilets jaunes, qui était une expression du peuple qui souffre et qui demande quelque chose, mais c'était là où c'était intéressant. Il faut aussi regarder objectivement comment ça s'est terminé. Oui. Effectivement, il y a eu des événements qui ont coupé aussi le processus, mais au-delà de ça, c'était assez intéressant de voir qu'il y avait une grande partie des Gilets jaunes, cette personne peut dire le contraire, voire une très très grande partie, qui demandait seulement à ce que le gouvernement finalement change ses politiques. Oui. Donc c'est toujours, il y avait une forme de, on ne veut pas le pouvoir, on veut changer... Voilà, on vient râler personne... auprès de papa et maman en disant c'est ça. Je voudrais mon goûter à 4 heures. Pas chez tout le monde, mais il y en a beaucoup voilà. où c'était ça. Ouais. Et il y a un deuxième point qui était intéressant, c'est que dès que quelqu'un essayait de s'élever, il y avait tellement une peur du puissant, donc c'était paradoxal parce qu'on demande aux puissants de changer leur politique, mais en même temps, dès qu'il y avait des leaders, comme dans tout groupe chez les Gilets jaunes, ils étaient descendus. Ouais. Ah ouais. On avait vu ça. Bon, il y en avait qui s'étaient présentés en politique sous l'étiquette Gilets jaunes, avaient été complètement mis de côté. Oui, il y a eu des porte-paroles intéressants qui n'ont pas été descendus. Jérôme Rodriguez n'a jamais été. Exactement, qu'on a reçu sur Nexus. Ouais. Il y a des gens fascinants mais qui ne se disaient pas leaders. Oui. Qui se disaient éventuellement porte-parole. Voilà. Mais qui refusaient l'étiquette de leader, qui n'ont jamais été... C'est vrai, ça a été... Voilà. Bon, je finis ma parenthèse. C'était pour faire le lien avec... Oui. D'ailleurs, effectivement, je crois avoir compris qu'à un moment donné, les Gilets jaunes sont allés jusqu'au point où ils auraient pu rentrer... je sais plus, c'était à l'Élysée. C'était à l'Élysée, ils étaient devant. Ils étaient venus devant, ouais, ça avait fait beaucoup peur au pouvoir. Ouais. Et ça avait fait beaucoup peur au pouvoir. Et si j'ai bien compris, ils ont hésité. À rentrer dedans ? Ouais. Là, ils envoient l'arme, sinon, oui. Donc, là, on est au moment décisif. Est-ce qu'on prend la Bastille ? On le veut, le pouvoir ou pas ? Ça me semble évident, là, à ce moment. Enfin, ça me semble flagrant, je veux dire, que si on est vraiment habité par un désir sincère à 100% de prendre le pouvoir, alors on y va, non ? Enfin... Non, mais c'est fascinant quand tu vois. Alors, je me souviens plus exactement les déroulés. Donc, il faudrait reprendre les images. Faudrait reprendre, ouais. Mais c'est vrai que la question... Parce qu'effectivement, ils étaient juste devant. Il n'y avait pas les chars dans la rue, ni rien. On sait que les Gilets jaunes... ce qui faisait peur, c'est que quand on prend les tracés des manifestations, normalement, la préfecture autorise d'aller sur les points où il n'y a pas du tout de siège d'entreprise. C'est des points minables, en fait, où tu ne fais pas peur au pouvoir. Ouais. Tu ne vas pas devant les sièges de grandes entreprises ou devant Matignon, etc., ou devant l'Élysée. Et là, effectivement, les Gilets jaunes, eux, allaient où ils voulaient, quand ils voulaient. C'était ça qui me faisait peur. Pour certaines manifestations, c'est compliqué encore. Voilà. Ouais. Mais du coup, c'est vrai que pour beaucoup, en fait, ils avaient la même répression que s'ils étaient s'ils étaient dans l'Élysée, c'est-à-dire dans des moments où il n'y avait pas forcément une catastrophe sociale. On envoyait les flashballs à Place de la République alors qu'ils manifestaient pacifiquement. Ils étaient réprimés comme s'ils avaient envahi l'Élysée, Place de la République, Place de la Nation. Moi, j'ai vécu la peur de ne pas pouvoir sortir de la manifestation. Alors, et en fait, on crée le... Bon, après ça, c'est... Oui, c'est un autre sujet. Mais c'est vrai que c'est intéressant parce que quand tu dis ça, on se tutoie. Quand tu dis ça, c'est vraiment, quitte à être... c'est une question que je pose, mais qui me fait... On est là pour penser dans cette émission. Ouais. Quitte à être réprimé comme si on envahissait l'Élysée, les Gilets jaunes qui sont en masse devant l'Élysée, la question est légitime. Du coup, pourquoi ne pas envahir l'Élysée ? Bon, il y a des questions qu'on peut pas poser en tant que média. On vous les laisse vous les poser. Après, on va dire incitation à la violence. On est là pour penser, nous. Je rigole. Moi, en tout cas, je ne dis pas qu'il faut envahir l'Élysée. Non, mais même, je prendrais même pas la peine de le dire si au fond de moi, je pensais qu'il faudrait le faire et que je veux me protéger en disant que je vais être, tu vois, politiquement correct. Je veux dire, non, je dis pas qu'il faut le faire parce que là, on est en train de se poser simplement la question de le peuple veut-il le pouvoir ? C'est la question, c'est est-ce qu'il le veut ? C'est vrai que sur un événement comme ça, on peut se poser la question.
Autre réflexion pour alimenter cette question. Si on observe la structure sociale humaine, on se rend compte que quand même, on cherche toujours à avoir un chef. C'est comme dans une meute de loups. Il y a un mâle alpha, et nous, on a besoin d'un chef. Parce que quand il y a un groupe, pour que le groupe se mette d'accord sur la direction où aller, par exemple, là, l'Élysée, imaginons un chef très charismatique, très habité et investi, et lui, il est sûr qu'il faut prendre le pouvoir, et qui entraîne tout le monde, qui dit c'est maintenant, et on le fait, et là, il y va. Les autres, ils se disent, bon ben voilà, le chef a décidé, c'est le moment, moi j'étais dans mes doutes, mais il entraîne tout le monde, ça fait enlever mes doutes, tout le monde y va, j'y vais aussi, et tout le monde y va, parce qu'il y a eu un leader. Et on a peut-être besoin, en tant qu'être humain, d'avoir quelqu'un qui ait plus de pouvoir que les autres, peut-être parce qu'il en est un peu plus capable d'assumer ce pouvoir. Il a plus de force, il a plus de capacité. Donc, est-ce que c'est pas à lui qu'on ferait mieux de lui laisser le pouvoir à lui, parce que lui, il sait s'en servir. Tu vois ce que je veux... Tout à fait. Ouais. C'est des questions passionnantes qui remontent à la République de Platon. Hein. Voilà, donc est-ce qu'on veut vraiment... est-ce qu'on veut qu'on ait tous le même pouvoir, ou est-ce que finalement, on ne préférerait pas avoir un chef qui nous montre comment il faut faire pour gérer le pouvoir? Et peut-être qu'on peut s'en inspirer et soi-même, peut-être un jour devenir chef aussi. Enfin voilà, mais est-ce qu'on n'est pas en train de se... Je vais conclure là-dessus, puisqu'on veut faire des petites vidéos de 20 minutes, mais c'est passionnant. Mais effectivement, ça se pose la question, puisque beaucoup de personnes... Alors, il faut prendre en deux temps, hein, réagissez pas, mais en gros, effectivement, on veut une démocratie, on veut le pouvoir du peuple, mais derrière, le peuple, est-ce qu'on fait toujours ce qu'il faut pour bien maîtriser tous les tenants et les aboutissants? Parce qu'aujourd'hui, comprendre le monde, ça n'est pas lire Le Monde et Le Figaro en pensant qu'on recoupe en France, puisqu'on a écouté partout, mais c'est les grands journaux français, mais qui sont a priori opposés, mais qui en fait ont la même politique. Et on dit recouper l'information en écoutant ces deux-là. Donc on veut le pouvoir pour le peuple, mais en vrai, est-ce que le peuple fait ce qu'il faut pour bien se cultiver? Quand je dis ça, j'ai bien conscience qu'en même temps, est-ce qu'on a le temps, en fait? Est-ce qu'on a le temps? En fait, est-ce qu'on a le temps, en tant que travailleur, aujourd'hui, d'avoir le peuple, d'avoir le pouvoir pour le peuple? Ouais. Puisque pour avoir du pouvoir politique, pour comprendre le monde, pour avoir confiance dans les bonnes personnes, il faut avoir le temps. De pouvoir regarder nos émissions, nos capsules, tout ça. Continuez à nous soutenir, s'il vous plaît. Mais voilà, c'est des vraies questions. Nous, on n'est pas là pour conclure de quelque chose. On est là pour se poser la question. Et c'est vrai que ça me fait penser à ça. Qu'effectivement, oui, voilà, ça remonte aux questions où, effectivement, peut-être que si on avait des... Voilà, encore une fois, c'est de la pensée. Mais si on avait quelqu'un, effectivement, où... Est-ce que c'est plus important de vouloir le pouvoir d'aller voter, ou est-ce que c'est plus important de savoir qu'il y a une oligarchie, mais qu'on va pouvoir la contrôler au travers de contre-pouvoirs qui appartiendront au peuple? Il y a deux gens peut-être qui ont le temps de contrôler, mais c'est très compliqué. Oui, mais ça pose plein de questions. Avoir un contre-pouvoir qui fait le contrepoids avec l'oligarchie, il faut que ce contre-pouvoir, il ait suffisamment de pouvoir. Et donc, ça revient au même au final. C'est intéressant. Moi, je dirais, si on devait, par exemple, terminer là, l'échange... Oui. Moi, je reviendrai à ce qui est dit sur la République. C'est que une République telle qu'elle a été décrite, elle ne peut fonctionner que si elle est constituée, que si son gouvernement est constitué de sages. Ça, c'est la condition posée pour que la République, pour que la démocratie représentative puisse fonctionner. Il faut que ceux qui gouvernent soient des sages. Donc, des êtres humains qui ont atteint le degré complet de maturité d'un être humain. On parlait dans une autre chronique de l'accouchement de soi, le fait de devenir un être objectif, complètement objectif. Eh bien, un sage, c'est celui qui a mené ce processus jusqu'au bout. Et si c'est si c'est un groupe de sages qui gouverne, il ne sera pas dans l'abus
de pouvoir pour son intérêt égotique. Voilà. Et c'est là que peut-être le peuple peut être représenté de manière juste. Parce que ces représentants ont été retirés d'intérêts d'intérêts égocentriques. Voilà. C'est fascinant. Donc, ça pose beaucoup de questions, parce que comment est-ce qu'on remarque effectivement que quelqu'un est sage. Après, ça peut aussi être les gens qui portent au pouvoir. Moi, je suis plus pour, effectivement, justement, pour éviter... après, c'est des grandes discussions, mais très rapidement, effectivement, pour dire, moi, je n'ai pas envie de voter pour quelqu'un qui se présente en politique. Moi, j'ai envie qu'on vote pour des gens que nous décidons qui seront les candidats. C'est-à-dire... Tu as fait des hauts faits, tu as prouvé ta valeur en tant qu'être humain, et on va voter pour toi. Et on n'élit pas effectivement ceux que les médias nous portent au pouvoir, parce qu'en fait on suit beaucoup ce que les médias traditionnels aux mains des milliardaires. Voilà. Ça va relancer des discussions. Mais là, on est pas trop. C'est passionnant. C'est passionnant. Je suis vraiment content de pouvoir avoir fait. On fait toutes ces capsules en même temps avec Nicolas Morand, et j'espère qu'on pourra en refaire, parce que c'est vraiment des très belles questions, et effectivement c'est voire revenir sur des choses que peut-être on aurait, je sais pas, je lance ça comme ça, mais qu'on aurait déjà dit, sur lesquelles on aurait pensé, et revenir dessus parce que peut-être il y a de nouvelles pensées a posteriori ou des remarques, je sais pas, est-ce que les auditeurs on fera une émission avec les lecteurs, avec grand plaisir. On reprend les questions, mettez en commentaire si vous n'êtes pas d'accord avec certains trucs, s'il y a des choses qui vous font bondir. Encore une fois, on n'est pas là pour avoir raison, mais on essaie de produire de la pensée plus que des fois tout le temps de la connaissance de trucs. Ça nous arrangerait même d'avoir tort. Ah oui, complètement. Parce que ça veut dire que ça serait une opportunité. Mais on avance toujours par le doute. Mais aujourd'hui, les médias essaient de bloquer le doute. On n'a plus le droit de douter. Bon, bref, on va continuer à enchaîner. Merci à vous d'avoir suivi la vidéo. Et les travaux de Nicolas Morand sont aussi... Il y a des stages, vous pouvez le retrouver. Tout est en commentaire et sur la description sur YouTube. Nexus, le magazine, est en kiosque et sur nexus.fr. Et n'hésitez pas à partager, ça nous aide beaucoup, puisqu'on sait que c'est des formats un peu innovants. Ça ne parle pas à tout le monde. Mais donc voilà, si ça vous parle, n'hésitez pas à le partager, vraiment. C'est avec grand plaisir. Merci Nicolas, à bientôt. Merci Romain.